Sécurisation des zones frontalières, le sujet est au centre d'une rencontre initiée par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. C'est pour élaborer un document stratégique pour une gestion rationnelle des frontières. La glace est très prisée en ce mois de Ramadan, c'est pourquoi à quelques heures de la rupture, les clients se bousculent pour avoir de la glace. Les vendeuses gagnent de l'argent selon le constat fait par notre équipe de reportage. La Fédération malienne de football a lancé ce lundi l'appel à candidature pour un nouvel entraîneur et vous pourrez suivre dans ce 20h le profil et les missions du futur sélectionneur des Aigles du Mali. La maladie de Parkinson, on en parle ce soir dans la chronique santé. Cette maladie liée à un vieillissement anormal précoce des cellules nerveuses touche généralement les personnes qui ont dépassé la cinquantaine. Tremblement d'une partie du corps, perte d'équilibre, raideur, mouvement lent sont les symptômes de cette maladie. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Les membres du bureau du Centre d'études et de réflexion pour le Mali étaient à la primature pour présenter leur bureau au Premier ministre Choguel Koukala Maïga. Ils ont également discuté avec le chef du gouvernement sur les sujets concernant la vie de la nation. Écoutons la porte-parole du bureau au micro de Mamadou Fani. Le CERM a été créé en 2015 en un moment où véritablement le pays en avait besoin. On était dans des situations de crise et on voyait que c'était seulement des chercheurs et des experts de l'étranger qui se prononçaient sur les problèmes du Mali. Donc nous nous sommes dit, entre scientifiques, experts de tous bords, de la société civile, des partis politiques, des experts tout court, comment nous saisir des problèmes et de la crise que nous traversons pour proposer des solutions à l'exécutif. Et aussi pour dire l'exécutif et le savoir, les producteurs de savoir doivent marcher ensemble. Comme le Premier ministre l'a dit, la réflexion précède l'action. Nous avons à notre actif aujourd'hui beaucoup d'études, beaucoup de débats, beaucoup de recherches et nous souhaitons véritablement que à la fois l'exécutif, les partis politiques et d'autres acteurs qui ont à cœur de porter le Mali puissent véritablement exploiter ces résultats et être capables de prendre des décisions assez solides. C'est la première fois que nous sommes reçus à la primature et nous allons naturellement travailler avec les membres du cabinet du Premier ministre, faire connaître les résultats de nos recherches et en fonction des attentes de la primature, nous allons mettre en place ce cadre de collaboration pour que les connaissances, les savoirs produits puissent être utilisés dans les prises de décision. Recueil 2022 des préoccupations des Maliens de l'extérieur. L'étape des États-Unis a démarré ce dimanche par Washington. Le président du Conseil économique, social et culturel et sa délégation ont rencontré les Maliens de Washington et alentour. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga avec la voix de Trissa Koli. Une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son président Yacouba Katile est en mission aux États-Unis. C'est la première rencontre avec la diaspora malienne depuis la création de l'institution. Cette mission dite constitutionnelle va recueillir les préoccupations des Maliens, d'où cette rencontre avec la communauté malienne de Washington, Maryland, Virginia, Delaware et Baltimore. On était vraiment contents que toute une délégation se déplace pour venir s'enquérir des préoccupations des Maliens de l'extérieur. Parce que souvent, nous pensons que nous sommes les grands oubliés et que de temps en temps, il faut qu'on fascine nos autorités pour qu'ils se rappellent que nous aussi, on est des enfants du pays. L'exercice apprécié par nos compatriotes a non seulement permis de recueillir leurs préoccupations, mais aussi de se familiariser avec le Conseil économique, social et culturel. Les préoccupations sont vraiment nombreuses et ils ont tenu à travers non seulement des questions, mais également à travers des contributions pour pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le palier à toi qui aujourd'hui nous sommes en train de suivre l'évolution des choses qui vit difficilement aujourd'hui.
contenu beaucoup de choses, questions sécuritaires, questions de sanctions économiques, pour que nous puissions, en tout cas, Maliens, se donner la main et sortir de cette impasse-là. Cette mission du président Katilé et de sa délégation s'étendra à Philadelphie, Atlanta et New York. Retour à Bamako et je le disais dans les titres, concertation, échange et réflexion autour de l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. Cette rencontre permettra de présenter un document stratégique pour une gestion rationnelle des frontières. On en parle avec Boubacar Bablintouri. Le Mali partage des frontières avec 7 pays. La gestion sécuritaire de ces limites reste et demeure une problématique majeure depuis l'indépendance. Les zones frontalières poreuses constituent de plus en plus un terrain fertile pour le terrorisme et le crime organisé. Comment faire pour changer cette donne? C'est tout le sens de cet atelier national de concertation, d'échange et de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. C'est une initiative du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Depuis des décennies déjà, le Mali, à l'instar de bon nombre de pays de la région du Sahel, se trouve à la croisée des chemins. En plus du franchissement illicite fréquent de ces frontières, pour alimenter la criminalité transfrontalière, notre pays subit la pression d'une nouvelle forme d'insécurité caractérisée par les actes terroristes, la traite des êtres humains et le radicalisme violent. Quelle est la triste réalité de nos espaces transfrontaliers? Pendant 3 jours, les acteurs concernés que sont les gouverneurs des régions, les chefs de services centraux du département, les forces de défense et de sécurité ainsi que les services paramilitaires se pencheront notamment sur l'identification des axes prioritaires de sécurisation des frontières afin de dégager des voies et moyens susceptibles de juguler la crise sécuritaire et la criminalité transfrontalière. Le chantier reste vaste, nous le savons, de la nécessité de mener des réflexions coordonnées et approfondies sur la gestion des questions de frontières et de sécurité en vue de disposer d'une stratégie de sécurisation des zones frontalières dans le cadre du tandem justice, sécurité et développement. Tel est l'objectif majeur du présent atelier. Cet atelier de haut niveau va élaborer un document stratégique sur les défis et enjeux sécuritaires de nos zones frontalières. Il a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier de la MINUSMA. Nous restons dans le même registre. Le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a organisé une journée d'engagement public. Le thème retenu est « Protéger la sécurité humaine en luttant contre le cercle vicieux de la corruption, de l'instabilité et des conflits ». Le point avec Fantama Magnentao. Cette journée d'engagement public s'inscrit en droite ligne de la volonté populaire de soutenir le processus de la refondation dans notre pays. CRI 2002 apporte sa contribution à la lutte contre la corruption et le règlement des conflits. La présente journée, c'est une journée d'engagement public qui porte sur une thématique extrêmement majeure pour notre pays. C'est protéger la sécurité humaine en luttant contre la corruption, l'instabilité et les conflits. Quand on vous parle de sécurité humaine, elle vous rend directement à la Constitution du 25 février 1992, dont le titre premier porte sur les droits et devoirs de la personne humaine. Donc, c'est une sécurité qu'il faudrait protéger. Pour pouvoir la protéger, il faut lutter contre la corruption. Selon le représentant du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, la dite journée sera l'occasion d'instaurer un espace de collaboration entre les acteurs étatiques et non étatiques. Le thème est retenu pour cette journée de réflexion et d'échange. Permettez-moi de le rappeler et protéger la sécurité humaine en luttant contre les cercles vicieux de la corruption, de l'instabilité et des conflits. Plus spécifiquement, il s'agira de réfléchir sur les stratégies pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire et la création de conditions de vivre ensemble. CRI 2002 contribuera à poser les jalons solides du renouveau du Mali auquel aspirent tous nos citoyens. Parlons également des assises du comité directeur du bureau de coordination de l'AIM qui se sont tenues ce week-end à Bamako. L'association a saisi cette opportunité pour recenser les préoccupations des élèves et étudiants afin d'y proposer des solutions. Batraoré pour le reportage.
Deuxième instance après le congrès, le comité directeur de l'AEM est un espace d'échange où les préoccupations de l'association estudiantine sont recensées et discutées pour des propositions de solutions. Le temps est donc compté pour les nombreux sujets à l'ordre du jour du présent comité directeur de l'association. Nos universités sont carrément débordées. Il y a également la question du système LMD. Le bureau de coordination a demandé une évaluation de ce système-là. Au-delà de ça, au niveau des écoles et des lycées, nous avons la question des cantines scolaires, qui est une priorité réelle pour nous. Également la question du retour à l'école de certains de nos élèves. Il faut d'ailleurs saluer aujourd'hui la montée en puissance de notre armée et la récupération de certaines zones. Donc nous nous attellerons avec le ministère de l'Éducation à savoir comment, après la sécurisation de ces zones, nos petits frères pourront retourner à l'école. L'AEM se mobilise pour se donner une autre image. C'est cette vision qui sera véhiculée lors des travaux selon le premier responsable du mouvement. L'une des anciennes images qu'on a connues de l'AEM est bien plus mature. Depuis notre venue, nous avons pu pacifier le monde scolaire universitaire. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous concentrer à 100% sur d'autres aspects tels que des cadres de genre. Aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur nos revendications. Le comité directeur qui réunit l'ensemble des leaders estudiantins du Mali doit déboucher sur un cahier des charges pour une amélioration des conditions d'études des universitaires. Nous sommes au mois de Ramadan et pendant cette période, la glace est fortement sollicitée. Quelques heures avant la rupture, les clients se bousculent pour avoir de la glace qui se fait rare sur le marché. Et ce sont les vendeuses qui se frottent les mains. Ali Idrissa Maïga s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Au Mali, le Ramadan se déroule dans une période de forte chaleur. Pour bien s'hydrater au moment de la rupture du jeûne, les fidèles musulmans font recours à la glace. À l'approche de la rupture, on constate une grande affluence autour des revendeurs. Nous vendons beaucoup de glace maintenant. Surtout les soirs à l'approche de la rupture, les clients rentrent à la maison avec des sachets remplis de glace. La vente de glace est très bénéfique pendant le mois de Ramadan. Selon les clients, en cette période de Ramadan, la glace est devenue une denrée rare. Le prix a aussi augmenté cette année. Je suis venu chercher de la glace pour la rupture du jeûne. Auparavant, on achetait le sachet à 50 francs CFA, mais actuellement, on l'achète à 100 francs CFA. Parfois, on n'en trouve même pas. Chaque année, c'est le même problème. Face à cette situation, les revendeurs s'expliquent. Depuis le début du mois de Ramadan, nos glaces s'achètent à hauteur de souhait. Mais ces derniers temps, nous sommes confrontés à un problème d'électricité. Dû au délestage, le courant n'est pas stable et ça joue beaucoup sur notre petit commerce. C'est ce qui justifie la hausse du prix de la glace. À cause de la canicule, la glace est utilisée chez nous pour refroidir l'eau et les boissons, mais aussi pour conserver les aliments. Elle reste donc l'un des produits les plus sollicités en cette période de Ramadan. Opération Ramadan en 2022, nous nous intéressons à cette action humanitaire de l'association Nyoro Sumpu International et Nyoro Lemu en France qui viennent de remettre des vivres à des populations vulnérables de la commune urbaine de Nyoro. De Nyoro du Sahel, Moussa Diakité. Malgré les difficultés du moment, l'association Nyoro Sumpu International, qui veut dire les Frères Unis de Nyoro au Mali et à l'étranger, et Nyoro Lemu ou Enfants de Nyoro en France, viennent de respecter pour la 8e fois consécutive la tradition avec la remise ce dimanche 10 avril de 150 sacs de riz et une demi-tonne de sucre aux populations en situation difficile de la commune. Pour cette année, 150 sacs de riz et plus d'une demi-tonne de sucre seront distribués à plus de 300 bénéficiaires pour un montant d'environ de 3 315 000 francs CFA. Notons que Nyoro Sumpu International a auparavant appuyé les populations de la localité dans plusieurs autres domaines. Il s'agit entre autres de la remise de fournitures scolaires aux élèves issus de parents en situation difficile, de l'appui du centre de santé en matériel de travail et du don d'habits de fête aux enfants des militaires tombés sur le champ de l'honneur. L'extérieur, ce n'est pas facile, mais nos enfants qui sont à l'extérieur, ils n'ont pas vu ça. Ils ont dit que leur argent, c'est pour leur famille à Nyoro ici.
Donc ils se sont mobilisés en envoyant de l'argent. Cette association qui, malgré toutes les contraintes auxquelles nous faisons face, ont tout mis en œuvre pour ne pas déroger à une tradition qu'elle mène chaque année dans ce contexte difficile. Je pense que vraiment nous en sommes très reconnaissants. Un bel exemple de solidarité des riches envers les pauvres. On en vient à un autre titre de ce journal. La Fédération malienne de football a lancé ce lundi l'appel à candidature pour un nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Le profil et les missions du futur sélectionneur des Aigles sont définis dans cet élément signé Al-Jumatina. En vue du recrutement d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale senior de football, la Fédération malienne de football, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, lance un appel à candidature pour le poste d'un sélectionneur. Cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens maliens ou étrangers dont les qualifications et compétences sont avérées pour l'accomplissement de la tâche. Les missions assignées au nouveau sélectionneur sont mettre en place une sélection nationale A de football sur la base des nouveaux fondements, qualifier le Mali pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, puis atteindre au minimum la demi-finale, qualifier le Mali pour la phase finale de la CAN 2025 en Guinée et atteindre au minimum la finale, qualifier le Mali pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 et atteindre les huitièmes de finale, contribuer auprès de la direction technique à la mise en place d'une politique de formation des jeunes joueurs devant intégrer le futur centre technique du Mali pour assurer la relève, apporter son expérience dans la mise en œuvre de la politique technique de la Fédération malienne de football, en l'occurrence la formation des cadres techniques selon le programme de la direction technique nationale, collaborer avec les entraîneurs et sélectionneurs des catégories inférieures U15, U17, U20 et U23. Et mettre son point de vue sur la planification et l'organisation des compétitions internationales ainsi que des matchs amicaux. Élaborer et déposer au niveau du secrétariat de la Fédération malienne de football les rapports techniques des compétitions internationales dans le délai. Le profil recherché, être titulaire des diplômes fédéraux ou étrangers obtenus à la suite des formations, licence A Pro CAF, licence A Pro UEFA ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Avoir une bonne connaissance de la langue française comme langue de travail. Avoir une bonne connaissance du football africain et mondial, être porteur d'un projet sportif, être disposé à résider en permanence au Mali pendant la durée du contrat, avoir une grande capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe, avoir un bon carnet d'adresses dans le milieu professionnel, avoir un bon palmarès en tant qu'entraîneur, avoir une forte personnalité pour imposer une discipline au sein de l'équipe et dans les vestiaires, avoir de la bienveillance dans les rapports professionnels et enfin être physiquement apte et en bonne santé. À présent, le contenu de ce communiqué du ministère de la Santé et du Développement social sur les conditions d'accès sur le territoire malien, conformément à son engagement de tenir régulièrement informée l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Mali. Le ministère de la Santé et du Développement social communique dans le cadre du respect du règlement sanitaire international et au regard de l'évolution de la situation du Covid-19 au Mali, les mesures suivantes soient adoptées pour être mises en œuvre sur le territoire malien. Le port de masques dans les lieux publics est recommandé mais pas obligatoire. Toutes les activités sociales peuvent reprendre à plein régime à condition que les participants soient entièrement vaccinés. Pour les voyageurs entrants, pour les voyageurs à destination du Mali représentant la preuve d'une vaccination complète, le test PCR n'est plus exigé comme document sanitaire de voyage. Pour les voyageurs non vaccinés ou incomplètement vaccinés à destination du Mali, la présentation d'un certificat de test PCR négatif dont le délai de validité est de 72 heures au plus est exigé comme document sanitaire de voyage. Les voyageurs présentant la preuve d'une vaccination complète sont dispensés de tests PCR. Pour les voyageurs sortant à destination d'un pays ne n'exigeant pas comme document sanitaire d'entrée, pour les voyageurs non vaccinés ou incomplètement vaccinés, la présentation d'un certificat de test PCR négatif dont le délai de validité est de 72 heures au plus est exigé comme document sanitaire de voyage. La ministre de la Santé et du Développement social s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. Et c'est ce qui nous amène
à faire le point Covid dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 0 décès, 0 guéris et 12 cas positifs sur 599 tests réalisés et 73 patients sont sous traitement. Le 11 avril est célébrée la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'est une maladie liée à un vieillissement anormal précoce des cellules nerveuses qui s'occupe d'un aspect de la motricité. Elle touche principalement les personnes qui ont dépassé la cinquantaine. La maladie de Parkinson se manifeste souvent par des tremblements d'une partie du corps, des mouvements lents, une raideur, une perte d'équilibre. Focus sur cette maladie avec Barakissa Ouattara. Les gestes les plus simples relèvent du parcours du combattant pour Mariam, nom qu'on a attribué à cette patiente. Quand les tremblements commencent, je ne peux plus rien faire de moi-même. Après les prises de médicaments, il arrive même souvent que mes yeux changent de couleur. Les pieds ne tremblent pas. Par contre, je ressens des douleurs atroces à ce niveau. Le diagnostic est tombé en 2016. Mariam, âgée aujourd'hui de 65 ans, est atteinte de la maladie de Parkinson. Sa main gauche a commencé à trembler. Donc on a consulté un médecin à l'hôpital du Mali qui nous a conseillé d'aller voir au niveau de l'hôpital Gabriel Touré les neurologues qui sont là-bas. Donc à l'arrivée là-bas, ils nous ont fait faire un scanner au niveau de la tête. Donc au-delà de cela qu'on nous a fait savoir qu'elle a une maladie, mais que ça peut au moins se soigner à la longue. La maladie de Parkinson est une maladie bien connue. Elle constitue 1% des causes de consultation au CHU Gabriel Touré. Selon le professeur Youssoufa Maïga, chef de service de neurologie à l'hôpital Gabriel Touré, les causes exactes de la maladie ne sont pas connues, elles sont plutôt multifactorielles. L'âge, la génétique ou l'environnement sont vraisemblablement impliqués. On pense aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un individu qui a des gènes favorables, que l'individu soit dans un environnement stressant, un environnement qui l'agresse. Et donc, c'est ceci combiné, c'est-à-dire un facteur environnemental qui prédispose à cette maladie et une prédisposition génétique. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui vraiment peuvent conduire à cette maladie. Bien entendu, il y a certains toxiques qui ont été incriminés, notamment les organophosphorés. Certains toxiques ont été repérés comme étant des substances pourvoyeuses de cette maladie. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Très rare avant 45 ans, la fréquence de la maladie de Parkinson augmente en effet dans les tranches d'âge plus élevées avec un pic entre 60 et 70 ans. La maladie de Parkinson dans sa forme classique arrive autour de la cinquantaine, après la cinquantaine. Quand elle survient avant 50 ans, on dit que c'est une maladie de Parkinson du sujet jeune qui peut arriver parce qu'il y a la maladie de Parkinson, il y a d'autres maladies aussi qui ressemblent à la maladie de Parkinson. On les met dans la grande famille des syndromes parkinsoniens. Les symptômes de la maladie sont essentiellement au nombre de 3. C'est premièrement des tremblements qui arrivent sur le sujet de plus de 50 ans, comme je l'ai dit. Tremblements généralement sur un hémicorps, sur une partie du corps. Rarement, les tremblements touchent d'emblée l'ensemble des deux parties du corps. C'est soit la gauche, soit l'hémicorps gauche, soit l'hémicorps droite. Donc, le tremblement est le signe le plus fréquent. Après le tremblement, nous avons ce que nous appelons dans notre jargon la kinésie. La kinésie, c'est que c'est des gens qui vont avoir des mouvements lents. Vous allez remarquer un individu qui va avoir une lenteur dans tous ses mouvements, qui va marcher très doucement, qui va parler très doucement, qui va avoir une démarche qui ressemble plutôt à un robot. La kinésie qui va aller très doucement. Et le troisième signe, c'est la rigidité. L'individu, de plus en plus, va devenir comme un morceau de bois, va constater des contractures dans son corps. Il va devenir rigide, ce qu'on appelle la rigidité. Diagnostiqués tôt, les médicaments permettent d'atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson et améliorer la qualité de vie du patient. Nous avons un arsenal thérapeutique assez riche. Nous avons des molécules diagnostiquées tôt qui permettent de ralentir et d'améliorer la qualité de vie du patient. C'est-à-dire qui permettent de faire diminuer les tremblements,
qui permettent d'aider le patient à avoir plus de mouvement. La kinésithérapie peut aider le patient. Et certains parkinsoniens peuvent même être opérés. Il y a un petit nombre de parkinsoniens qui sont candidats à la chirurgie. Dans la plupart des cas, la maladie de Parkinson ne réduit pas l'espérance de vie, mais c'est une maladie chronique qui nécessite une très grande vigilance, car plus l'on vieillit, plus la maladie progresse et les risques augmentent. L'Alliance pour une transition intelligente réussie a reçu à son siège une forte délégation du regroupement des partis politiques non alignés, conduite par son coordinateur Aboubacar Diallo. La délégation était conduite par son président, le professeur El Hadj Younous Amey Diko. Au cours de cette rencontre, les deux délégations ont procédé à une analyse approfondie de la situation sociopolitique de notre pays. Les deux délégations réitèrent leur engagement indéfectible et leur regroupement à accompagner la transition pour le bien du Mali et des Maliens. Une nouvelle publication dans vos librairies Vie et œuvres des écrivaines du Mali, c'est le titre de l'ouvrage publié par Figuira Édition avec le soutien de l'Union européenne au Mali et le réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora. C'est un catalogue qui contient des informations inédites sur des écrivaines du Mali et leurs œuvres. C'est une vraie source d'inspiration pour les générations futures de jeunes femmes écrivaines du Mali et du monde entier. Le RTM est en deuil. Idrissa Yalkoué n'est plus. Il est décédé samedi des suites d'une maladie de longue durée à l'âge de 53 ans. Ses obsèques ont eu lieu hier dimanche dans sa famille au quartier Bankoni. Aliou Abdoulaye Touré. Grande était l'émotion cet après-midi dans la famille Yalkoué au quartier Bankoni. Idrissa Yalkoué, comptable chef section solde à la direction des finances et de l'approvisionnement de l'ORTM. Il est décédé hier des suites d'une maladie de longue durée à l'âge de 53 ans. Idrissa était tout pour nous. Après le décès du vieux, c'est lui qui représentait notre père dans la famille. On vient de le perdre comme ça. Dieu est grand, on l'accepte comme ça. On remercie tout le monde. Un homme courtois, très sympathique, qui donnait le meilleur de lui-même pour l'atteinte des objectifs du service. Yalkoué, vraiment, il était un grand travailleur. Il a d'abord commencé au bureau solde de l'ORTM. Il a fait presque plus d'une dizaine d'années. Ensuite, il a été muté au niveau de la direction marketing et prestations. Vraiment, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est la grâce de Dieu. Et pour ce mois de Ramadan, Allah l'accueillir dans son paradis. Ses parents, amis et collaborateurs l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Soutiba. Idrissa Yalkoué laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Dors en paix, grand cousin. Dors en paix, chers collègues. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes au mois de Ramadan. Pensons aux plus démunis. À demain. Plaise à Dieu pour la grande édition. Bonne fin de soirée à tous.